BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. Frédéric Simotel. Bonsoir et bienvenue sur Tech Co, la quotidienne, pour prendre votre bouffée d'air, d'oxygène tech ce soir pendant 1h30 jusqu'à 21h sur BFM Business. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et puis de nous retrouver aussi sur les plateformes, en replay, en podcast et bien entendu sur YouTube. Ce soir, bien les sujets, on va démarrer par, on va parler de la France d'ailleurs, puisque en France, il y a un projet de 100 milliards, un investissement de 100 milliards qui se préparait, ce serait SoftBank qui sera à l'origine de tout cela. Et derrière tout ça, il y a Emmanuel Macron qui a essayé de manœuvrer. On va parler évidemment de ce sujet. On reviendra aussi sur eBay qui rejette l'OPA 56 milliards de GameStop. On essaiera de comprendre quels sont les enjeux derrière tout ça et pourquoi eBay rejette cette OPA. Et puis en deuxième partie de l'émission, Spotify, on a l'impression de connaître ça depuis des années. Bien oui, ça fait 20 ans que Spotify existe et justement, on reviendra sur quelques moments marquants de Spotify. Et puis surtout, on regardera quels sont l'avenir, quels sont les défis pour cette plateforme de musique. Allez, on est ensemble jusqu'à 21h. Tech Co, la quotidienne, c'est parti. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, un débrief de la tech et de l'IA, parce qu'on va encore beaucoup parler d'IA, vous en doutez. C'est quand même l'un des sujets majeurs. On voit même un Donald Trump qui part en Chine, et ce sera l'un des sujets de discussion avec Jensen Huang. Mais pour en discuter, je ne vais pas en parler tout seul. Je vais parler avec nos experts qui sont là avec nous ce soir. Julien Villeray. Bonsoir Julien. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous, directeur de l'innovation chez EDF. Avec nous également Yves Maët. Bonsoir Yves. Bonsoir. Operating Partner chez Jolt Capital, que vous pourrez découvrir ce week-end dans la librairie de l'Écho pour ton livre « Arrêtez de dire bonjour à votre IA ». Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aux éditions First. Aux éditions First, et on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, si vous voulez suivre ce que nous dit Yves ici régulièrement, mais aussi ce qu'il pense, ses réflexions autour de l'IA, et ce sera dans les librairies de l'Écho de notre collègue Emmanuel Le Chypre. Alors il est à distance, on est en train de faire la connexion avec Bruno Guglielminetti, journaliste et animateur de Mon Carnet Numérique. Dès que nous avons la liaison, évidemment, on le fera intervenir. Allez messieurs, c'est parti. Un sujet, alors on a déjà un petit peu parlé, c'est les titres de Samsung et de SK Hynix qui chutent en bourse alors que leurs bénéfices records sont dans le viseur, alors qu'ils ont des bénéfices records, ils sont dans le viseur du gouvernement sud-coréen. Pourquoi ? Ce sont les salariés qui s'inquiètent. Alors, c'est les salariés de Samsung qui exigent une meilleure redistribution de tous ces profits, des super profits de ces deux géants des puces. Ils sont désormais au cœur d'un débat politique depuis qu'un haut responsable du pays a proposé de les partager avec l'ensemble de la société. On écoute ce que nous en dit Éline Le Fou et on revient dessus. La proposition de Kim Jong-un tient en deux mots dividende national. Pas question là de parler d'un impôt supplémentaire sur les bénéfices exceptionnels. L'objectif serait de redistribuer une partie des recettes fiscales excédentaires liées au boom de l'IA aux citoyens sud-coréens. Une initiative pas si étonnante au vu des résultats des deux géants de la tech, souligne François Monnier, directeur de la rédaction Investir. L'idée, c'est de se dire comment on peut peut-être mieux répartir les richesses. Et en Corée, à Séoul, on a deux entreprises. AL2, c'est la moitié de la capitalisation de la bourse sud-coréenne. Donc, évidemment, tous les regards sont tournés vers ces deux grands acteurs qui enchaînent croissance sur croissance et qui révisent sans arrêt à la hausse. Les bénéfices de Samsung ont déjà été multipliés par 48 au premier trimestre, tandis que ceux de SK Hynix devraient atteindre les 152 milliards d'euros pour 2026. Le risque, selon le haut responsable, c'est le phénomène de la croissance en K, c'est-à-dire la hausse des inégalités entre une branche portée par les revenus de la tech et les actifs financiers et une seconde branche de l'économie qui décline. Kim Jong-un va même encore plus loin. À l'image du fonds souverain norvégien, le fonds pourrait être utilisé pour investir dans l'économie ou dans les entreprises grâce à des politiques de formation et de reconversion. L'autre possibilité serait de venir en aide à certaines catégories de la population, comme les retraités ou les jeunes. Alors c'est à la fois un sujet technologique, puisque ça concerne ces entreprises, un sujet financier, puisque leur cours de bourse chute, et puis c'est à la fois un sujet social. Voilà, ça pose plusieurs questions. Est-ce qu'il faut les super profits technologiques ? Nous, on s'est lancé les super profits d'un Total et tout ça. Il faut taxer davantage. Là, c'est plutôt à redistribuer, mais ça pose aussi une question qui crée réellement la valeur dans l'IA. Est-ce que c'est les actionnaires ? Est-ce que c'est les ingénieurs ? Est-ce que ce sont les consommateurs ? Et puis derrière tout ça, et là, ça va avoir un impact.
vrai qu'il y a la grève chez Samsung qui menace, qui vont faire grève tant qu'ils n'auront pas eu quelques subsides de ces profits. Comment il faut regarder ça, Julien? Je démarre avec toi. C'est la bonne vieille histoire de la cagnotte fiscale. On a connu ça en France à d'autres époques. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des rentrées monumentales d'argent bien supérieures à ce qui était prévu. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Il y a des pays où on préfère le mettre dans le système social, d'autres pays où on peut le redistribuer, d'autres pays où au contraire on les thésaurise dans les entreprises. En l'occurrence, là, c'est un choix politique potentiellement de la Corée, donc moi, je ne vais pas juger. Ce serait leur choix, quelle que soit leur décision. Ce qui est intéressant à noter quand même, c'est que à peu près dans tous les cas de figure, quand on a ce genre de cagnotte, ça ne dure pas. Oui. Et là, on peut imaginer qu'on est dans ce problème mondial de manque de puces, de manque de RAM, etc., qui fait que les prix augmentent. Oui, puis en plus, là, on parle de Samsung et de SK Hynix, qui sont des gros producteurs justement de mémoire dont les prix sont en train de s'envoler. Samsung, la valorisation aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Exactement. Et aujourd'hui, ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à vendre très très cher, beaucoup plus cher que d'habitude, une production qu'ils font de façon, j'allais dire, normée, régulière depuis très longtemps. Donc ça rapporte beaucoup d'argent. Donc la question derrière, c'est que ça va s'arrêter. C'est qu'à un moment, si le marché fait son boulot, il va y avoir des capacités de production de puces qui vont se développer, et c'est en train d'être le cas, même si ça va prendre 2, 3, 4 ans probablement pour arriver. Et donc cet argent, il n'est pas infini, il est one-shot, il est ponctuel. Et donc c'est une vraie question politique de qu'est-ce qu'on fait quand on a cette cagnotte qui va probablement pas durer. Est-ce qu'on la redonne aux gens, ou est-ce qu'on investit dans ce que font typiquement les Finlandais, qui était l'exemple qui était donné là, c'est-à-dire des fonds souverains qui vont aider à poursuivre la croissance sur d'autres secteurs, sur d'autres sujets, à décarboner aussi, par exemple, ça a été le cas. Voilà, la Finlande, c'est très intéressant comme modèle, et la Norvège également. On prend les revenus du carbone, du pétrole en fait, on les met dans un fonds pour décarboner. Alors certains trouvent ça hypocrite, d'autres pensent que c'est parier sur l'avenir. À voir. Yves, en plus, on est en Corée du Sud, qui est un pays où il y a 4-5 grands conglomérats, des Hyundai, des Samsung, des SK Hynix et autres, des LG. Habitué, il y a déjà eu des grandes grèves. On se souvient, dans les années 80, il y a eu des grandes grèves chez Samsung, en Corée. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Je pense qu'il y a des éléments de contexte relativement importants. D'abord, comme tu l'as dit, la première chose, c'est que, et comme ça a été dit dans la vidéo, aujourd'hui, les chipsets, les puces, les mémoires, il n'y a que 3 grands producteurs au monde, dont 2 sont en Corée. Et donc, ils raflent la grosse partie du gâteau. Le troisième, c'est Micron, qui est aux États-Unis. Qui est aux États-Unis. Et donc, le gâteau grossit parce qu'il y a une demande de plus en plus forte, parce que l'intelligence artificielle demande beaucoup de mémoire, et qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises qui sont capables de les fournir. Voilà. Donc, évidemment, les prix montent et la demande monte. Donc, il y a tout d'un coup une manne financière. Question, est-ce que cette manne est sécurisé sur des longues durées ou pas? Tu as un point de vue, j'ai tendance à le partager. C'est un point de vue. Il faut savoir qu'il y a des gens qui pensent qu'on est parti pour beaucoup plus que 3-4 ans et peut-être 10-20 ans. Donc, bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut se souvenir que le gouvernement coréen vient de changer, puisqu'il y a eu une loi martiale qui a été établie, et puis il y a eu des mouvements politiques, là encore, que je ne commande pas, qui fait que l'ancien gouvernement, qui était plutôt de droite ou républicain, pour reprendre les termes anglo-saxons, a chuté. Et là, on a un gouvernement qui est plutôt socialiste, on va dire, ou démocrate. Ouais. Le socialisme à la coréenne n'est pas tout à fait la même chose que le socialisme comme on l'entend en Europe. Donc c'est un deuxième phénomène. Et puis il y a un troisième phénomène qui est le fait que ces 2 entreprises représentent la moitié de la capitalisation boursière. C'est comme si Louis Vuitton et Total, on va dire en France, représentaient la moitié, je ne vais pas dire des emplois, mais quasiment de la richesse du pays. Donc, tout ce qui se passe... Samsung, c'est 260 000 emplois. Alors, la moitié, c'est 130 140 000 en Corée du Sud, l'autre moitié à travers le monde. Mais voilà, c'est quand même... Oui, mais non seulement c'est ça, mais c'est toute la chaîne de construction. C'est-à-dire que les gens qui les nourrissent, les gens qui fabriquent les usines, les gens qui fabriquent les machines, les sous-traitants, etc. Donc c'est colossal. Aujourd'hui, Samsung, c'est la moitié. Imaginez une entreprise qui pèse la moitié de la France. Je veux dire, même EDF, qui est une grande entreprise, ou Orange, dans laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, on n'a pas ce poids-là. Mais on est loin de l'avoir. Ça s'appelle le 440, ça ne s'appelle pas le 4-2. Bon. Et donc, on a un contexte qui est tout à fait particulier. Et dans ce cadre-là,
se pose cette question de la répartition de la richesse. Je remarque une chose, c'est que cette question se pose partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que ce soit OpenAI, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, il y a une concentration de la technologie, des résultats financiers, dans quelques sociétés. Les GAFAM, quelques sociétés taïwanaises, entre autres, particulièrement TSMC, mais pas uniquement, Foxconn par exemple, quelques sociétés japonaises, quelques sociétés taïwanaises, très peu en Europe, et quelques sociétés chinoises, les BATS, qu'on appelle les BATS. Bon. Et donc, c'est... Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei, mais qui n'est pas dans l'acronyme, n'est pas dans le BATS. Bon. Et si on compte, allez, on va dire qu'il y a moins de 50 sociétés qui forment, probablement moins de 20, qui forment une richesse considérable à travers ce globe. Et donc là, il y a une concentration de la richesse, une concentration du pouvoir aussi autour de ça. Et cette question-là, elle se pose en Corée comme ailleurs. En Corée, elle est séparée en deux solutions. Donc on va parler juste de la Corée, on va refaire un focus sur la Corée. Il y a d'un côté les ouvriers de Samsung qui disent non, moi, je veux une participation au profit beaucoup plus importante que celle qu'on a. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle est capée, etc., ça n'intéresse pas beaucoup. Donc, je veux beaucoup plus du gâteau. Et eux sont des gens qui font rarement grève, mais quand ils font des grèves, ce sont des grèves dures et parfois violentes, mais très violentes. Et aujourd'hui, ils disent, si à telle date, de mémoire le 21 mai, on n'a pas l'obtention de ce qu'on a, on fait une grève de 20 jours. Mais quand les syndicats en Corée disent on fait une grève de 20 jours, le pays est arrêté pour 20 jours. Eux s'arrêtent, mais c'est l'ensemble du pays, par voie de conséquence, qui est arrêté. Et donc ça, c'est les syndicats. Et encore une fois, c'est hyper important, parce que je ne sais pas, ça doit faire au moins 10 ans qu'ils n'ont pas fait grève. Deuxième chose, c'est l'État qui dit, cet argent, il doit y avoir une super taxe, et nous, l'État, on doit le répartir de quelle manière ? Donc il y a deux conflits, ou deux protagonistes dans cette répartition, les employés et le gouvernement, sachant que les employés sont aussi des citoyens. Voilà. Donc c'était pour donner quelques éléments de contexte. Bruno Guglielminetti, on est content de te retrouver. Bonsoir Bruno, donc journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Comment tu regardes tout cela depuis ton œil de Québec ? J'aimais bien les analyses que j'ai entendues. Quand je regarde ça, moi, de mon côté, ce que je vois, c'est que finalement, le gouvernement sud-coréen a devant lui toute une question, un choix difficile à faire. Parce que d'un côté, où il aide ses champions face à la Chine, face aux États-Unis, face à Taïwan, à prendre sa place, parce que, bon, c'est quand même des joueurs stratégiques, ou de l'autre côté, il essaie de répartir et de ne pas donner l'impression qu'il y a des privilégiés dans cette histoire-là pour la société sud-coréenne. Et c'est là où ça peut faire mal, particulièrement dans un contexte de travail qui est sensible ces temps-ci. Alors, je ne voudrais pas être à la place des gens qui sont à la tête de la Corée du Sud parce qu'ils ont vraiment un enjeu important. À quelque part, c'est un peu comme la paix sociale par rapport à l'enjeu stratégique et économique international. Oui, Julien ? Ce qui m'a beaucoup frappé dans les dernières publications de résultats financiers des GAFAM, en l'occurrence Microsoft en particulier, mais c'était vrai de Meta et d'autres, moi, c'est la première fois depuis très longtemps que je les vois publier des résultats financiers avec une guidance, donc avec une prévision de cash flow neutre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils gagnent des centaines de milliards de bénéfices qui rentrent dans les caisses, mais en fait ils disent tout cet argent, 100% de cet argent, je vais l'investir dans des futurs data centers, des futurs produits, etc. Donc en fait, entre guillemets, il ne reste plus rien. Ça m'a beaucoup frappé. C'est la première fois depuis très longtemps. Ils vont même jusqu'à lever de la dette partout. Google lève beaucoup de dettes. C'était jamais arrivé jusqu'à présent. Amazon avait connu ça, mais parce qu'il était dans un métier où il avait développé du dur, des infrastructures en dur. Mais dans le software, c'est la première fois. Et donc, pour des gens comme Samsung, je pense que ça pose vraiment aussi cette question-là. Est-ce que l'argent, je le redistribue sûrement un peu aux salariés, sûrement un peu à l'État ? Est-ce que je réinvestis ? Est-ce que je ne prends pas cet argent pour essayer d'aller investir quand je vois que tous les autres, ils ont des centaines de milliards à investir tous les ans. C'est une vraie question, là, pour le coup, qui n'est pas politique, qui est une question stratégique. Alors justement, on parle de 100 milliards, c'est une belle transition pour notre sujet suivant. C'est SoftBank. SoftBank qui sera en pourparlers pour un important projet de centre de données en France. Mais alors tenez-vous bien, le montant
annoncé, encore une fois, voilà, c'est 100 milliards de dollars. Donc voilà, alors ça devrait être annoncé à Choose France qui aura lieu début juin. Choose France qui est une grande réunion, tout un tas de patrons étrangers et puis des belles pointures qui viennent en France pour montrer combien ils vont investir en France. SoftBank, bon, c'est pas n'importe qui, on les connaît. Ils avaient déjà investi 30 milliards dans OpenAI. Ils sont dans le projet Stargate aux États-Unis, un projet à 500 milliards. Donc, ils sont habitués à jongler un peu avec ces dizaines de milliards. Là, c'est assez. Enfin, je ne sais pas comment vous voyez ça, Yves, cet investissement de SoftBank. Alors, encore une fois, le montant est annoncé là. On verra un peu s'il n'est pas revu considérablement à la baisse le jour de la signature. Non, mais je pense que ça tombe bien que tu sois avec nous, puisque en tant que responsable de l'innovation d'EDF, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire. Donc, c'est gentil de me faire commencer, mais je pense que il faut qu'on se rende compte de ce que c'est que 100 milliards mis sur des investissements de data centers. Ça veut dire que 100 milliards, ça fait des data centers, je vais dire encore un chiffre qui ne parle pas, mais on va y venir, ça fait à peu près 10 gigabits de data, 10 gigawatts en data center. 10 gigawatts en data center, ça veut dire qu'on va faire des usines en France qui vont consommer l'équivalent de 7 ou 8 tranches de centrales nucléaires. Ça veut dire que si on prend une centrale nucléaire comme Tricastin ou autre, mais encore une fois, tu me corriges, ça veut dire qu'il va falloir entre 2,5 et 3 centrales nucléaires qui ont chacune 2 ou 3 tranches, en gros. Rien que pour faire ça, il va falloir un petit peu de temps. Okay ? Donc, on voit bien que c'est juste gigantesque. C'est tellement gigantesque qu'on n'y croit pas trop, quoi. Je veux dire... on se dit, c'est bien que la France soit choisie comme le hub IA de SoftBank. SoftBank se déguise un petit peu en Père Noël. Donc, je pense que déjà, s'il y avait un zéro de moins, c'était 10 milliards... ce serait déjà pas mal, et je pense que RTE, il serait aussi hyper content. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais dire, moi, en tant que Français, je suis assez fier, parce qu'en Europe, il a quand même, je sais plus, 27 pays en Europe, si je ne m'abuse. Okay, donc, il a 27 options, plus l'Angleterre à côté, on va dire 28. Okay, et il choisit la France. Pourquoi il choisit la France ? Alors, Macron a fait une grosse opération de lobbying. Mais après, derrière, ça suffit pas. Oui, c'est vrai que la crédibilité et le poids de Macron ont particulièrement joué, j'imagine. Mais il y a peut-être autre chose que Macron, parce que les Japonais et SoftBank, ils savent très bien qu'il y a des élections présidentielles. Et il y a un truc dont ils sont sûrs, c'est que ce ne sera pas Macron le prochain président, parce qu'il ne peut pas. Il n'a pas le droit juridiquement. Okay, donc, le poids de Macron, je rigolais un petit peu tout à l'heure, il est tout à fait relatif. Même si sa personnalité est probablement très appréciée de SoftBank. De voir, j'imagine pour SoftBank, on l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump, qui est parti lui-même chercher cet argent. Là, il voit un nouveau chef d'État qui va. Pourquoi ? Parce qu'il y a RTE et EDF. Et qu'il y a des centrales nucléaires en France, qu'il y a de l'énergie en France, qu'il y a un savoir-faire en France. Et je ne suis pas le mieux placé ici pour en parler, mais ça a du poids. Et ça, c'est une fierté. Et en effet, tous ces investissements qui ont été faits pendant des années et des années et des années, plus de 50 ans, dans l'énergie et dans l'électricité en France, eh bien, il paye, il a payé, il continue à payer, et surtout, il continuera à payer. Ce qu'a dit Yves est très très juste. Aujourd'hui, quand on regarde, je ne peux pas parler de SoftBank précisément, parce que je ne connais pas l'annonce précise, puisque c'est encore une rumeur, mais il y a beaucoup de data centers qui sont en train de s'installer en France, et il y en a beaucoup de demandes, nous, EDF, de raccordement à travers RTE pour les data centers. Pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, en France, et on est le seul pays d'Europe pour lequel c'est le cas, il faut le savoir, alors le UK, c'est le cas également, opéré par EDF d'ailleurs, mais parce qu'on a donc nos centrales nucléaires en France qui produisent l'électricité décarbonée, pas chère, et disponible en très grande quantité. Pour vous donner une illustration, en 2025, on a exporté, c'est l'électricité qu'on n'a pas utilisée en France et qu'on a vendue à nos concitoyens, à nos confrères et amis allemands, espagnols, italiens, etc., c'est 90 TWh. Donc, on peut en accueillir des data centers, il n'y a aucun problème, on a tout ce qu'il faut pour les accueillir. Donc, bas carbone, pas cher et disponible en très grande quantité. Ça, c'est l'énergie, c'est le premier souci de quelqu'un qui veut installer un data center. Donc, en Europe, clairement, la France, on est le mieux placé pour offrir une alimentation électrique performante et décarbonée aux data centers. Après,
on a un sujet qui est le raccordement. Parce que, en fait, souvent, quand on dit construire un data center, on s'imagine, on va mettre une grosse boîte, on va foutre quelques câbles là-dedans. On met des câbles et puis hop on va là. mettre un petit câble, puis en un an, c'est fait. En fait, aujourd'hui, un raccordement de data center, c'est plutôt 5-6 ans. Oui. Donc ça, la France a beaucoup travaillé. Déjà, il faut acheter le foncier, enfin voilà, selon on et donc, il y a eu énormément de travail qui a été fait ces dernières années par RTE, par EDF, etc., par l'État français aussi, sur la réglementation, pour accélérer les raccordements. Nous-mêmes, on a lancé, c'est public, des appels d'offres, enfin des appels à manifestation d'intérêt, comme on dit en langage administratif français, où en fait on dit aux gens, regardez, nous, on a des terrains pas loin de centrales nucléaires, avec un raccordement qui peut se faire très rapidement, puisque pas loin de la centrale nucléaire. Et donc pour des data centers, on peut vous les mettre à disposition. Donc bref, la France s'est vraiment mobilisée autour de ces sujets-là. Donc je ne suis pas du tout étonné que SoftBank ou d'autres, parce qu'en fait il y a beaucoup d'autres projets dans le pipe, viennent dire, moi je veux lancer mes data centers en France. Effectivement, c'est le résultat de 50 ans on a Brookfield qui veut mettre 10 milliards d'euros du côté de Cambrai, Digital Realty aussi, opérateur, lui c'est à 2,3 milliards à Marseille, à Dugny, Prologis 6,4 milliards pour 4 centres en Ile-de-France. Enfin voilà, il y a une soixantaine de sites disponibles. Beaucoup d'acteurs américains font le tour en ce moment de tous les énergéticiens de la place pour aller justement dire, moi je veux m'installer, je veux acheter des grandes quantités d'électricité, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme condition? Donc je veux dire, on est aujourd'hui vraiment dans un moment intéressant pour la France par rapport à l'installation des data centers, et c'est beaucoup grâce à notre énergie, il faut le dire. Et j'étais en début d'après-midi à Bouchain, justement, suite à, dans le cadre de ce que tu disais, pour voir un de ces sites et me rendre compte moi-même que c'est de 30 hectares. En train de sortir de terre. C'est intéressant de voir ça. Bruno, quand est-ce que tu viens vivre en France justement pour vivre cette plénitude de data centers, d'énergie? Non, je vais vous regarder de loin. Je pense que je vais apprécier ma verdure canadienne. Mais plus sérieusement, je pense que c'est un bon coup parce que Choose France, ça fait quand même 2-3 ans que ça circule comme grande campagne de ralliement des investissements étrangers en France. Puis bon, il faut voir qu'avec, si ça se confirme, 100 milliards de dollars, je pense qu'il aura remporté son pari avec la chose. Sauf que cette installation-là, quand on installe une infrastructure comme celle-là, moi, il y a toujours 3 ou 4 questions qui viennent en tête. L'électricité, bon, Yves Maître en a parlé, même chose pour Julien, vous en avez. L'eau, ça va prendre de l'eau pour refroidir tout ça, à moins qu'on développe une technologie magique. Puis à côté de ça, il y a d'autres questions. C'est SoftBank qui amène de l'argent pour financer ce projet-là. Mais qu'est-ce qu'on fait du dossier de la souveraineté des données? Qui va être en contrôle de cette infrastructure-là? C'est des questions qui sont soulevées. Et puis évidemment, il va falloir attendre le jour de la signature du document pour voir qui sont les joueurs autour de la table et qui a vraiment le contrôle là-dessus, autant dans le contenant que dans l'infrastructure. Oui. J'ai juste un point par rapport à Julien. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que l'électricité, elle n'est pas chère. L'électricité, elle est vraiment pas chère en France. Écoute. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est intéressant, Détroit d'Ormuz, pas mal de difficultés aujourd'hui pour s'alimenter en gaz dans le monde entier et en Europe en particulier. L'électricité, aujourd'hui en France, malgré le fait qu'on fasse partie du marché européen, on a l'avantage du nucléaire qui joue sur nos prix B2B en France aujourd'hui par rapport à l'Allemagne, par exemple. Enfin, l'énergie, c'est quand même une grande source de dépenses pour les Français. Certes, le pétrole, c'est bien sûr une grande source de dépenses. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de Français qui chauffent à l'électricité et c'est pas toujours facile. Mais encore une fois, le prix de l'énergie est un sujet, mais l'électricité par rapport à toutes les énergies est une énergie pas chère en France. Allez, autre sujet, messieurs, c'est dans la course à l'IA. Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, continue, elle, de perdre du terrain sur ses concurrents OpenAI et Anthropic, qui sont, eux, en plein boom. Et le patron de SpaceX, Elon Musk, ambitionnerait pourtant d'en faire l'IA la plus populaire au monde. On écoute ce que nous en dit Paul Waller et on se retrouve juste après. Ils étaient plus de 20 millions en janvier à avoir téléchargé Grok, contre seulement 8,3 millions le mois dernier. Une chute qui laisse l'IA d'Elon Musk à la traîne par rapport à celle de ses concurrents. Plus de 50 millions de téléchargements le mois dernier pour ChatGPT, 32 millions pour Gemini de Google et près de 20 millions pour Claude d'Anthropic. D'autant que le pic de téléchargement observé en début d'année pour Grok était surtout lié à une mise à jour permettant aux utilisateurs de déshabiller virtuellement une personne sur une photo. L'accès à cette fonctionnalité a depuis été limité. Ce retard s'explique par une croissance quasi inexistante du côté des grandes entreprises, des fonctionnalités controversées et une forte dépendance au réseau social X qui perd lui-même des utilisateurs. xAI, la start-up à l'origine de Grok, a récemment été réorganisée et fusionnée avec SpaceX, entreprise qui va s'introduire en bourse cette année, l'une des plus grandes de l'histoire. Des milliards de dollars donc, qui pourraient permettre à Musk de relancer son IA.
Oui, il ne faut pas oublier, Bruno, je commence avec toi, Bruno Guglielminetti, il ne faut pas oublier qu'on est en plein dans les... Tout le monde va rentrer en bourse bientôt, on est en plein dans les appels d'IPO, donc les effets d'annonce sont importants. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce Grok qui perd un peu de terrain par rapport à OpenAI? Dans le fond, Elon Musk a deux possibilités. Évidemment, il pourrait gagner sur les deux terrains, c'est-à-dire qu'avoir Grok, qui est une IA générative et qui fonctionnerait et que ce serait la plus utilisée, ce qui n'est pas le cas et ce qui ne semble pas être le cas, et on ne s'en va pas dans cette direction-là quand on regarde les chiffres d'utilisation et de téléchargement. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, où il est en train de remporter la partie, c'est comme fournisseur de services avec son centre de données Colossus notamment, mais d'autres centres sur lesquels ils sont en train de travailler aussi. Et c'est là où moi, j'ai l'impression que Musk va sortir son épée du jeu, c'est-à-dire qu'il va arriver à être un excellent fournisseur de services, d'infrastructures pour faire fonctionner l'IA, mais ça ne sera pas nécessairement le joueur clé au niveau la solution logicielle là, de l'IA en tant que tel, le modèle. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il va devoir faire un deuil. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, xAI est disparu quelque part cette semaine pour se retrouver happé dans SpaceXAI. Oui. Il y a quelque chose là, il y a un message qui est là. Évidemment, il y a des gens qui vont dire ils veulent bonifier l'entreprise pour que par la suite, ça soit intéressant pour les gens qui veulent investir dedans, quand ça sera le temps d'investir dedans. Mais entre-temps, je pense que lui a fait le constat aussi. Quand il regarde les chiffres, il n'est pas aveugle et il voit que Grok, c'est peut-être le malheureux de la grande famille des modèles qui sont utilisés à l'heure actuelle. Mais bon, il reste quand même une centaine de millions qui vont l'utiliser. Mm-hmm. C'est quand même pas pire. Oui, il y a quand même des utilisateurs derrière tout ça. Est-ce que ça veut dire, Julien, que le marché il est un peu verrouillé par les premiers entrants? Moi, je crois d'abord que ça veut dire qu'Elon Musk, jusqu'à présent, a réussi tout ce qu'il a fait dans les infrastructures et dans le hardware et s'est planté dans tout ce qu'il a fait sur le service et le software. Mmh. Ça, c'est suffit de le constater. Il a vraiment pas réussi à apporter sa patte qui est absolument brillantissime d'entrepreneur qu'on a vu sur le hardware, sur les voitures, sur les batteries, sur la fusée, etc. Sur le software et les services, ça n'a pas marché. Moi, j'ai ma clé de lecture à moi, c'est que sa vision radicale du monde en général, d'ailleurs, mais également de ce qu'il pense être bon de proposer aux consommateurs, ne résonne pas avec la masse, avec le plus grand nombre. Je t'interromps, il avait dit xAI sera une alternative anti-mainstream. Exactement, et parce que son positionnement, c'est ça, politique, c'est de dire, voilà, je suis contre le mainstream, je suis contre tout ce qui pourrait représenter une forme d'establishment, de politiquement correct, de tout ce qu'on veut. Résultat, forcément, c'est clivant. Et donc, forcément, à la fin, il ne peut pas aller emporter l'adhésion de la majorité avec une IA dont on ne parle dans les médias que pour le fait qu'elle déshabille les gens, etc. Et que politiquement, elle est orientée, etc. Donc, je pense qu'en fait, ça s'explique assez logiquement. Après, il a quand même cette force, c'est qu'il a une telle galaxie de sociétés à sa main. Et il a cette capacité à faire passer les actifs, c'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a fait avec Twitter aussi, etc., à faire passer les actifs de l'une à l'autre, que finalement, déjà, ces data centers, s'il les monétise pour d'autres, Anthropic par exemple, après tout, très bien, il va comme ça permettre d'amortir son infrastructure, et il trouvera toujours un usage pour des LLM ou des modèles qui sont performants, parce que le modèle de xAI sont performants et de qualité, soit pour ses propres besoins, soit en le commercialisant pour d'autres, de façon peut-être moins premium que les modèles les plus avancés du marché. Donc, à la fin, Musk retombe sur ses pattes, ça j'en suis à peu près persuadé. Alors on va marquer une très courte pause et on t'écoutera Yves juste après parce qu'on arrive vraiment à la moitié de ce débrief. On se retrouve juste après pour continuer justement à parler de Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk qui continue de perdre du terrain. Et justement, est-ce qu'il faut voir, est-ce qu'il vaut mieux une IA meilleure ou est-ce qu'il vaut mieux pour Musk, c'est ce qu'il pense, une IA différente politiquement et culturellement. Allez, on s'écoute et puis on aura d'autres sujets. On reparlera de eBay, GameSpot. On aura Arthur Mensch qui était devant le Sénat tout à l'heure. On écoutera un peu ce qu'il a dit, on vous fera réagir dessus. Voilà nos sujets pour la demi-heure qui arrive. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, débrief de la tech, partie 2 avec nos débriefeurs de ce soir. Yves Maître, operating partner chez Scholl Capital. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique et qui nous accueille chez lui depuis Montréal, Québec. Et Julien Villeray, directeur d'innovation chez EDF. Messieurs, on va écouter Arthur Mensch, le patron de Mistral AI, l'un des 3 cofondateurs. Il était à l'Assemblée. Les députés l'ont auditionné dans le cadre de la commission d'enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l'indépendance de la France. Voilà un dialogue très député, on va dire, très politique. Et selon Arthur Mensch, il est important que la France s'empare de la question. On écoute ce qu'il dit et on revient juste après. Je pense qu'ils ne s'en inquiètent pas suffisamment. Je pense que les vulnérabilités qu'on a eues dans les 10 dernières années, elles vont être multipliées par 5 dans les 5 années qui viennent en termes économiques. Donc si on ne fait rien, donc voilà, nous on travaille pour réduire cet impact, mais il faut voir la vague venir. L'intelligence artificielle, c'est des coûts et des dépenses et un déficit commercial potentiel qui est de l'ordre de 10% de la masse salariale européenne, si vous voulez. Donc on parle pas de petits chiffres. Voilà, d'emblée, Arthur Mensch prévient, ça va coûter cher, il va falloir investir encore davantage, mais il est important d'avoir cette souveraineté, d'avoir cette dépendance, que cette dépendance, cette indépendance ou quelque part cette dépendance, mais qu'elle soit européenne. On rappelle, il y a quelques semaines, il publie un document, Mistral et Arthur Mensch publie un document de 22 propositions pour accélérer le développement de l'IA en Europe, renforcer l'attractivité des talents, structurer l'offre locale, réduire la dépendance aux acteurs américains et chinois. Voilà, il faut soutenir ce type d'initiative, Yves. Ah oui, moi je suis absolument convaincu qu'il faut soutenir ce type d'initiative. Encore une fois, c'est toute la chaîne de valeur qui doit être soutenue, commençant par les centrales nucléaires, puis les data centers. Il y a quelque chose qui nous manque, c'est les bouts de silicium, c'est le chipset, c'est-à-dire ce que vous avez dans votre smartphone ou dans votre ordinateur, Intel, etc., Nvidia qui est le leader. Puis après, la suite, c'est le software. Puis après, c'est les applications ou les agents. Mais ça vient après. Et donc là, on a la chance en Europe d'avoir une brique. Avant, on en avait 2, mais qui a mergé avec la brique allemande et canadienne qui viennent de merger. Donc on n'en a plus qu'une qui est purement européenne. Sans quoi nos amis canadiens sont welcome. Donc on va dire qu'on a 2 briques ou une brique 3/4, qu'importe. Et donc il est absolument essentiel de tenir cet asset, quel que soit son niveau de compétitivité pour le. D'ailleurs, il le dit, ça peut être déficitaire et tout ça. Il faut bien comprendre que. Mais on peut perdre de l'argent pendant des années. On va perdre de l'argent. C'est pas on peut perdre, c'est on va perdre de l'argent. Mais c'est pas perdre de l'argent. Investir. On va investir. Comme on a investi dans les centrales nucléaires dans les années juste après-guerre, et maintenant on voit que plus de 70 ans après, ça continue à rapporter. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux, de même nature. Parce qu'aujourd'hui, une centrale nucléaire, ça coûte cher, mais à l'époque, en relatif, c'était encore pire, ou mieux, ou plus important. Okay, et donc, il faut absolument investir. C'est de même nature que les investissements stratégiques qui ont pu être faits dans le nucléaire, qui nous donnent... pour l'armement ou pour le civil, une indépendance et qui permet à la France, c'est une des rares choses aujourd'hui qui permet à la France d'avoir une place unique dans le concert des nations. Et si on ne fait pas ça aujourd'hui, on va se pénaliser de cette voie du concert des nations du 21e, 22e siècle. Donc c'est essentiel. La deuxième chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut que les gens comprennent que l'intelligence artificielle, dont on a parlé tout à l'heure, Grok, OpenAI, etc., pour la majorité d'entre eux, c'est pour l'individu, mais il y a une intelligence artificielle pour les entreprises. Et aujourd'hui, la bataille de Mistral, c'est pas d'être dans votre smartphone, c'est que EDF, que Orange, que Total, que Louis Vuitton, que tous ces gens-là du CAC 40 et que toutes les petites entreprises de France et de Navarre et d'Europe utilisent une intelligence artificielle qui a été entraînée pour eux, par eux. C'est ça qui est important. C'est de parler français dans le monde de demain, de parler allemand dans le monde de demain, et pas qu'on soit tous obligés de parler que américain ou chinois. C'est aussi important, c'est culturel, j'allais dire, c'est aussi important que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la manière dont on s'exprime, la manière dont on vit. Si on ne sait pas garder notre indépendance
j'allais dire, culturelle de l'AI. Alors, évidemment, les gens de la culture vont me tomber dessus à la sortie des studios, mais ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe sociologique pour l'ensemble du pays, et pas que financière. Il avait dit, d'ailleurs, Emmanuel Macron, quand il y a 2 ans, au premier sommet, enfin sur un sommet sur l'IA, il avait dit attention à ce qu'on ne soit pas dépassé par les biais. Il faut une IA francophone. Voilà, il faut une AI européenne. Il faut une AI, j'en parle dans mon livre, de la social-démocratie. Nous sommes un pays qui avons une histoire de social-démocratie. Nous sommes un pays qui avons une histoire d'humanisme. Si on ne fait pas ça, si on ne tient pas ça, et la seule manière de le tenir, c'est de tenir l'intégralité de cette chaîne de valeur, on n'a pas le chipset. Mais à la limite, on pourra revenir, entre autres avec le quantique, mais pas uniquement. Mais ça, si on le lâche, c'est fini. Ouais, c'est fini. Bruno, on t'écoute à distance et puis on revient ici en plateau ensuite avec Julien. Ouais, j'aime l'appel de Yves par rapport à cette forme de souveraineté, de nationalisme européen. Le problème que j'ai, moi, avec ça, c'est que Mistral, plus je le regarde, et mis à part le nom qui est français et son adresse du siège social qui est en France, le reste... c'est de l'étranger, là. On parle de financement. Tu parles des investisseurs, oui. Oui, mais c'est ça. Mais GPU, l'info nuagique, la distribution, le financement, tout ça vient de l'extérieur. Donc, c'est un peu comme si c'est tenu artificiellement. Et je sens pas... S'il y a 2 ans, je sentais une volonté politique, aujourd'hui, je la sens pas. Et pourtant, vous devriez être préoccupé par cette question-là. Mais je ne sens pas qu'il y a une chaîne, un écosystème qui est autour, que ce soit Mistral, AI ou que ce soit un autre joueur dont on ne connaît pas encore l'existence, mais qui est en train d'être développé. Je ne sens pas qu'il y a un écosystème comme ça qui est en train d'être mis en place pour être un joueur sérieux avec une infrastructure qui va l'aider à pousser et devenir la solution européenne pour régler justement l'hégémonie chinoise et américaine. Julien. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, donc je ne vais évidemment pas le redire. Je pense que si on regarde le sujet d'un point de vue stratégique pour les entreprises, et c'est vrai pour EDF, mais c'est vrai pour les entreprises de défense, c'est vrai pour tout un tas d'activités, on a besoin d'avoir une IA souveraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 risques évidemment majeurs. La première, c'est que les fournisseurs des modèles chinois et américains, pour aller un peu vite, nous coupent l'accès aux modèles un jour. Donc finito. Oui. Vous ne pouvez plus. Bon, évidemment, on voit bien le problème que ça peut créer dans un monde où l'IA est déjà partout et sera encore plus partout, où viennent attraper de la donnée qui, évidemment, est censée être confidentielle, sécurisée, nationale ou européenne. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Pour le coup, il n'y a pas d'autre choix. Ça ne veut pas dire, effectivement, comme le disait Yves, on aura du OpenAI ou du Anthropic ou dans la poche pour faire fonctionner notre téléphone. C'est pas très grave. On s'en passera. Au pire, s'il faut, on changera de téléphone. Mais par contre, il y a des applications, on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quelques entreprises à faire appel à Mistral ou à d'autres qui développent des choses. Tu dis quelques, elles deviennent de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus nombreuses. Y compris, même en Hollande, aux Pays-Bas, ASML, qui fait appel pour certains de ses process industriels. Mais la masse critique n'est pas probablement encore là. D'un point de vue économique, pour eux, effectivement, la question de, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour investir ? Est-ce qu'ils ont accès aux bons GPU ? Est-ce qu'ils ont les data centers ? Ils sont 700-800 personnes aujourd'hui déjà. Ça, c'est des questions qui sont absolument majeures et... je parlais tout à l'heure des cash flows de Google qui arrivent à être négatifs ou neutres alors qu'ils rendent des centaines de milliards de bénéfices par an. C'est bien parce qu'ils les investissent quelque part. Et évidemment, Mistral n'a pas aujourd'hui ces moyens-là. C'est une vraie question. En tout cas, on en a absolument besoin. Je voudrais juste modérer. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Bruno. J'ai juste un petit trigger de modération, ou de pondération à faire. C'est le fait que ce soit open source, parce que dans cette bagarre à l'intelligence artificielle, sa partie software dans cette chaîne de valeur, il y a encore 2 idéologies qui s'affrontent. Une idéologie système fermé, avec OpenAI, avec Anthropic, avec Gemini, Google ou avec Grok, et puis une autre bataille qui sont les systèmes ouverts. Alors pareil, entre une porte ouverte et une porte fermée, elle est à moitié ouverte, elle est aux 3/4, donc là encore il y a tout un débat. Mais sous Mistral et sous la question de la souveraineté européenne quelque part que Mistral représente, avec tous les problèmes de financement et que tu as tout à fait justement rappelé aux auditeurs, il y a une autre bataille qui est la bataille des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Il faut savoir que en effet, quand on est dans un système ouvert, on peut s'appuyer sur d'autres systèmes ouverts.
pari que les Chinois ont fait, pas pour des questions d'ouverture, la Chine n'est pas particulièrement connue politiquement pour son ouverture, mais pour des raisons de stratégie. Et donc c'est vrai que le fait que Mistral soit un système ouvert lui permet d'avoir moins de besoins de financement ou de création d'écosystèmes parce qu'elle attire d'autres universités du monde entier, d'autres gens qui ont cette philosophie de système ouvert et qui travaillent pas uniquement pour des valeurs qui sont des valeurs d'enrichissement de leurs entreprises. Donc je pense qu'il y a quand même cette différence-là, et il faut soutenir Mistral pour les deux raisons. L'une en tant que national, enfin en tant qu'européen, et le deuxième en tant qu'idéologue, quelque part, où, à titre personnel, je trouve qu'il faut absolument un équilibre entre les systèmes fermés qui sont nécessaires et qui sont utiles, et les systèmes ouverts qui sont nécessaires et qui sont utiles. Et Mistral représente une des rares alternatives occidentales, peut-être, je ne vais pas dire la seule, mais quasiment la seule. À un moment, on imaginait aller en Allemagne, mais voilà, ils ne sont pas... On en parlait tout à l'heure, mais en tout cas, elle est en retrait aujourd'hui par rapport à Mistral. Et donc, c'est le seul joueur d'open source dans ce domaine-là qui est capable de rivaliser quelque part avec les Américains. Les autres en open source, ce sont les Chinois. Mais c'est autre chose. On ne veut pas non plus qu'on devienne chinois sous prétexte qu'on soit open source. Et je pense qu'il est important pour Arthur Mensch de venir aussi devant ses députés, qu'ils soient de toute obédience, parce que, les gens, parce que je suis sûr, on va rentrer en campagne présidentielle, campagne législative, les gens vont avoir du mal à comprendre qu'une entreprise qui est valorisée 10, 15, 20 milliards, on ne comprend pas qu'elle perde de l'argent, les gens qui n'en sont pas... Je rappelle quand même juste que dans ce pays, on voulait taxer des gens comme Mistral, qui ne gagnent pas d'argent, puisqu'ils en investissent énormément, pour pouvoir faire rentrer de l'argent virtuel, donc inexistant, dans les caisses de l'État. C'est dire la compréhension que peut avoir la représentation nationale de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'il a raison d'aller parler à ses députés sur ce jeu-là. Est-ce que, Bruno, tu veux rajouter quelque chose ou on passe au sujet suivant ? Moi, j'ai au sujet prochain. Eh bien, tiens, garde le micro. Je vais faire réagir là parce que eBay, on vous en a parlé, c'était la semaine dernière, il y a une dizaine de jours. eBay rejette l'OPA de GameStop à 56 milliards de dollars. Il juge cette offre ni crédible ni attrayante. Alors il faut savoir que c'est le petit qui rachète le gros. Mais la société spécialisée dans le jeu vidéo n'a pas dit son dernier mot. Le PDG de GameStop se dit prêt à présenter son offre directement aux actionnaires d'eBay. Mais cette envie de rachat ne plaît pas forcément aux investisseurs de GameStop, eux-mêmes qui commencent à vendre leurs actions. On écoute ce que nous en dit Clarisse Marion et on revient juste après. On démarrera avec toi, Bruno. Le plan de financement de GameStop n'a pas convaincu le conseil d'administration d'eBay. Où trouver les 56 milliards de dollars, le PDG de l'enseigne du jeu vidéo a évoqué un emprunt de 20 milliards auprès de la banque d'investissement TD Securities et sa capacité à émettre des actions GameStop pour financer l'opération. Le refus de cette offre non sollicitée n'est pas surprenant selon John Plassard de Cité Gestion. On est dans une situation où effectivement, eBay ne pouvait même pas accepter la proposition de GameStop parce que ça ressemble plus à de la spéculation qu'à autre chose. L'offre à moitié en cash, à moitié en actions repose en réalité sur des produits dérivés et des options contre seulement 25 000 actions détenues directement, insiste John Plassard. Il faut dire que GameStop pèse 4 fois moins qu'eBay en bourse et son PDG mise sur d'importantes économies pour rentabiliser cette opération. L'idée est de dépoussiérer eBay et de s'appuyer sur les 1600 magasins américains de GameStop. Une perspective qui ne semble pas non plus convaincre les actionnaires du spécialiste du jeu vidéo. Michael Burry, le célèbre vendeur à découvert qui avait vu venir la crise des subprimes, a ainsi cédé sa participation après l'annonce de l'offre. Alors Bruno, comment tu vois ce projet ? Donc GameStop a annoncé ça il y a quelques jours, qu'il souhaitait racheter eBay. C'est le plus petit, on l'a dit, qui a valorisé 4 fois moins que sa proie. Donc quelque part, sur un équilibre financier. Bon, enfin, on a déjà vu ça dans cet univers financier. Mais est-ce que tu comprends ce rejet d'eBay, sachant qu'eBay a vraiment besoin de se dépoussiérer aussi, Bruno ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une bulle qui est montée au cerveau de Ryan Cohen. Quand il a eu cette idée-là. Et d'ailleurs, GameStop.
Oui. Et quand tu as accordé d'ailleurs une entrevue à un média spécialisé, l'équivalent de BFM aux États-Unis, pour commenter son initiative, ça avait même pas clair, ça avait pas l'air clair dans sa tête. Et parce qu'il revenait toujours en disant oui, il y a la moitié qui est en argent, qui est content, et l'autre moitié, ça sera des actions. Et il y avait que ça. Et on a l'impression qu'il est en train de vouloir répéter ce qu'il a déjà fait dans le passé, c'est-à-dire prendre une entreprise qui est en difficulté et jouer offensif en espérant que l'histoire qu'il va raconter va plaire, va aller chercher des adhérents et il va trouver du financement comme ça. Mais d'une part, j'ai pas l'impression que ça va se faire. Et basé sur tous les gens qui ont eu des intérêts envers l'acquisition d'eBay à travers les 25 ans, 30 ans que ça existe, il n'y a pas grand monde qui ont réussi. Alors, j'ai pas l'impression que ça va se faire. Julien. Juste pour ceux qui ne connaissent pas cette marque-là, GameStop, c'est comme si en France, on disait que Micromania veut racheter le Bon Coin. C'est ça, les équivalents locaux chez nous. Et donc, évidemment que ça n'a absolument aucun sens, mais évidemment que le patron de GameStop, il a un gros problème, c'est qu'il a plein de boutiques en dur dans des centres commerciaux vides qui ne vendent plus rien, une boîte qui perd beaucoup d'argent. Et donc, il a besoin d'imaginer des scénarios qui vont lui permettre de réinventer son modèle, ça c'est la façon positive de le dire, mais peut-être aussi juste sortir la tête de l'eau en occupant le marché avec une histoire, parce que GameStop est coté en bourse. Hein. Oui, puis il y avait quelques liens de produits. C'est-à-dire, eBay vend beaucoup de produits qu'il faut certifier, des cartes de collection, des choses comme ça. Et c'est vrai que là, du coup, il y avait une logique, une petite logique industrielle. On pouvait aller certifier ça dans les magasins auprès de personnes. Oui, enfin après, que ça vaille 56 milliards de dollars, le fait d'avoir un petit millier de boutiques qui va certifier des cartes Pokémon. Bon, le modèle économique est peut-être pas évident quand même. Hein. Enfin, en tout cas, il me semble de mon point de vue. Après, voilà, GameStop est aux abois. Ça fait 10 ans qu'ils ferment les boutiques les unes après les autres. Évidemment, tout le marché du jeu vidéo s'est digitalisé. Enfin, voilà, tout le monde le sait. Donc, ils ont un vrai problème. Ils ont commencé à vendre des peluches. Comme Micromania en France, bon, c'est difficile. C'est un business compliqué. Il y a beaucoup moins de marge que dans le jeu vidéo physique à l'époque. Donc, voilà, c'est plus un coût, une tentative qu'une vraie vision stratégique de mon point de vue. On comprend un peu ce rejet de la part d'eBay, de cette OPA. Oui, mais, et puis il y a une autre chose que je voudrais amener, c'est que le conseil d'administration d'eBay, parce que c'est lui, hein, c'est pas le CEO à ce moment-là, c'est le conseil d'administration qui reçoit une offre. Étant administrateur d'une société cotée en bourse aux États-Unis, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu en tant qu'administrateur. Donc vous recevez une offre. En France, un conseil d'administration, de par la loi, a des représentants du personnel. Okay. Aux États-Unis, les administrateurs sont des représentants des actionnaires. Point. Okay. Donc, quand vous êtes représentant des actionnaires, soit directement nommé par l'actionnaire, soit neutre, mais quand même, à ce moment-là, c'est représentant, entre guillemets, des petits porteurs, c'est-à-dire ceux qui, voilà. La seule chose que vous avez en tête quand vous regardez une offre, c'est est-ce que cette offre crée de la valeur pour l'actionnaire ou pas. C'est tout. Okay. Et est-ce qu'elle crée de la valeur équitablement pour tous les actionnaires ou pas. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et si vous ne répondez pas de manière rigoureuse et structurée à cette question, vous vous heurtez potentiellement à une class action. Et quand vous êtes au conseil d'administration, la class action, elle est personnelle. C'est-à-dire qu'elle peut être personnelle vis-à-vis de l'administrateur. Je vous assure que quand vous avez une class action personnelle, ça peut être la ruine totale. Et ça peut être aussi du pénal en fonction de la class action. Okay. Donc, aucun membre d'un conseil d'administration ne peut raisonner autrement que par ce diktat de « je suis le représentant des actionnaires, de tous les actionnaires, et je dois avoir une équité pour tous les actionnaires ». On comprend qu'il y a un coup de com' derrière tout ça. Voilà. Et donc, quand on regarde l'offre financière, la manière dont elle était structurée, pour laquelle, en effet, il a eu lui-même du mal à expliquer ce qu'il était en train de faire, vous dites, non, parce que tant que je n'ai pas de sûreté pour mes actionnaires, je recèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais s'il revient... Il va revenir... S'il revient, il va devoir avoir une offre beaucoup plus structurée et de montrer la création de valeur pour les actionnaires d'eBay. Bruno, on connaît cette marque eBay depuis pas mal d'années, évidemment. Elle fait partie des marques un peu fondatrices d'Internet. Qu'est-ce qu'ils peuvent devenir eBay aujourd'hui ? eBay, ils sont déjà là. Ils ont pris leur place dans l'écosystème. Ça demeure un marché de vente un peu comme votre Au Bon Coin, mais sauf que là, c'est international. Et donc, ils ont pris des niches dans certains secteurs où ils sont incontournables. Mais évidemment, ça n'a plus l'ampleur que ça a eu à une certaine époque. Mais il faut se faire tourner quand même. Il y avait vraiment une compétition entre la machine continue à tourner. Alors,
Bruno, la machine continue à tourner. Tout à fait. Julien. eBay gagne beaucoup d'argent, c'est un business absolument incroyable. C'est une plateforme qui coûte à peu près rien à faire tourner et qui évidemment rapporte du coup beaucoup d'argent puisque le coût marginal est extrêmement faible pour chaque nouveau client ou nouvelle vente. Donc non, c'est un business qui tourne très, très bien. eBay, effectivement, ça peut avoir une image un peu moins contemporaine que d'autres acteurs qui sont arrivés plus tard, mais sur certaines niches, effectivement, ils sont, en particulier sur les objets de collection, etc., ils sont extrêmement bien positionnés. Donc on peut imaginer quelqu'un avec une offre un peu plus sérieuse pourrait réussir à soit quelqu'un qui veut relancer un peu la marque avec vers d'autres axes ou qui une offre un peu plus sérieuse puisse redonner un peu de vigueur à eBay, même si effectivement sur plusieurs créneaux il marche plutôt bien. Yves, tu vois non, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Bon, je pense que eBay, c'est en effet un petit peu poussiéreux. Je pense que quand même, ça va, je veux dire, une telle action, une tentative comme ça va quand même obliger eBay à se reposer des questions quand même. Et je pense que c'est pas non plus mauvais. Puis c'est la vie normale on verra, j'allais dire. Le patron de GameStop va se tourner vers les actionnaires d'eBay. Bon, derrière, il a quand même ses actionnaires, lui de GameStop, qui disent attention. Merci messieurs pour ce sujet. Allez, dernier sujet, c'est toi Bruno qui l'a proposé. Trump Mobile. Alors, rappelle-nous ce qu'est Trump Mobile et on va essayer de comprendre pourquoi ça tourne au fiasco. Oui, Trump Mobile, c'est une initiative de la famille Trump. Ça avait été annoncé l'an dernier. On proposait, Trump Mobile, c'est un fournisseur de services de téléphonie mobile à la grandeur des États-Unis et venait avec cette offre à l'équivalent de 49 $ par mois, venait avec cette offre la possibilité d'acheter un téléphone, le T1 pour Trump 1. Et cet appareil-là, on le vendait à 495 $ et évidemment, pour chaque enthousiaste ou membre manga, on leur offrait de faire un dépôt pour à mettre la main sur un téléphone qui allait sortir quelques mois plus tard. Alors, 100 $ ont été versés par 590 000 personnes, donc presque 600 000 personnes qui ont déposé 100 $. Et un an plus tard, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a pas encore de services qui sont offerts. Et là, il y a des gens qui sont en train de se dire, on s'est fait flouer. Rembourser. Oui, et là, on commence à avoir des propositions de poursuite envers les gens de Trump Mobile parce qu'on ne voit rien. Et le pire là-dedans, c'est qu'entre l'appareil qu'on nous a présenté il y a un an et l'appareil qu'on nous a présenté il y a quelques mois, ce n'est plus du tout le même modèle de téléphone. Et un téléphone qu'on vantait en février dernier, il y avait un des membres de l'exécutif qui disait que c'était vraiment un téléphone haut de gamme qui tournait autour de la valeur de 1 000 $, mais qu'on offrait à 495 $. Finalement, il y a des gens qui ont fait enquête et qui ont dit non, c'est plutôt un téléphone qui a été drôlement influencé par un appareil qui existe déjà et qui se vend une centaine de dollars, même 149 $ en Chine. Alors, c'est vous dire qu'il y a un coût d'argent, qui a été fait, mais il y a beaucoup de gens qui ont été laissés sur la rue. Et là, vous avez presque 600 000 personnes qui ont peut-être espoir de revoir leur dépôt, mais sinon, c'est sûr qu'il va y avoir des poursuites dans ce dossier-là. Le réseau, Bruno, c'était ce qu'on appelle chez nous un MVNO, c'était un opérateur virtuel. Voilà, c'était pas un réseau qui était déployé physiquement. Voilà, il utilisait il était censé utiliser les infrastructures des opérateurs existants. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Ouais. On voulait terminer avec ce petit sujet un peu léger. Julien, ton regard. Bienvenue dans les années 2000. On a connu ça en France, en Europe, dans les années 2000, du celebrity marketing, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui mettaient leur nom sur des téléphones et des MVNO qui devenaient... On avait l'iPhone, on avait Bono qui avait signé avec YouTube. Alors on est dans le celebrity marketing, mais assez haut de gamme quand même. Oui, là, on n'est pas tout à fait... Non, des stars et starlettes de télé-réalité qui lançaient des mobiles avec des personnalisations, des sonneries à l'époque, des fonds d'écran, que sais-je, et qui offraient des accès sur des réseaux mobiles qui prenaient leur nom. C'était juste le nom, évidemment, en haut du téléphone. C'était rien de plus, parce que derrière, c'était les grands réseaux qui fournissaient des services. Bon, voilà, moi, cette histoire m'amuse que je la suis sur le site de The Verge, qui en fait un feuilleton, là, maintenant, depuis un an, quasiment. Et ça a l'air d'aller de caribanci là. Donc, voilà. Mais en fait, on l'a déjà vu, il y a très longtemps. C'est un peu un revival, finalement. Peut-être un peu comme la coiffure de Trump, quoi. Yves? Non, je pense qu'il y a en effet, comme tu dis, 600 000 personnes qui se sentent trompées. Voilà. Très bien. François n'est pas là, mais il aurait apprécié. Oui, il aurait apprécié, je sais. Oui. Et non, je pense que l'offre était juste délirante, enfin irréaliste. Et c'est la différence entre...
quand on fait la politique, on peut raconter plein de choses, et puis bon, ben voilà. On est servi, quand on fait la politique en disant vous allez avoir quelque chose dans vos mains, ben là, à un moment donné, la réalité, enfin, comme je dis toujours, la physique a la tête dure, hein, la loi de la gravité, c'est la loi de la gravité. Hein, quand on lance une pierre en l'air, elle retombe, enfin, en tout cas sur la Terre. Okay, donc la physique a la tête dure, la matérialité, la réalité a la tête dure. Ben, quand on joue avec la réalité, ben, à un moment donné, ça retombe, quoi. Et là, ça fait un peu mal parce que la réalité fait qu'il ne délivrera rien, il ne peut pas le délivrer. Et en tout cas, surtout pas du Made in America. Le dernier constructeur qui a fait des téléphones aux États-Unis s'appelait Motorola. Il était un peu plus malin et un peu plus fort que Donald Trump et ses équipes. Et aujourd'hui, il appartient aux Chinois. Donc, c'est la loi de la physique à la tête dure, quoi. Hein. Messieurs, merci d'avoir passé une partie de cette soirée avec nous. Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique, bien entendu, que l'on vous conseille évidemment pour suivre toute l'actu tech qui nous passionne, qui vous passionne. Yves Maître, operating partner chez Jolt Capital. Et donc, regardez bien la librairie de l'Écho si vous êtes un fan de cette émission d'Emmanuel Le Chypre ce week-end sur BFM Business. Yves sera là avec son livre. Arrêtez de dire bonjour à votre IA, hein, c'est bien ça. Édition First. Aux éditions First. Et puis Julien Villeray, directeur de l'innovation chez EDF. Merci encore Julien d'avoir été avec nous pour cette veille de courte semaine, voilà, pour ceux qui feront le pont à partir de jeudi. Mais nous, on sera bien là demain soir pour continuer à débriefer l'actu. Mais la soirée n'est pas finie. Tiens, on va fêter les bougies. On va souffler les bougies de Spotify qui fête ses 20 ans. On enchaînera d'ailleurs, avec le campus cyber. Vous savez, c'est cette structure en France autour de la cybersécurité qui réunit la crème de la cyber, et bien qui s'inquiète évidemment comme beaucoup de cette IA mythos. Mais auparavant, on va retrouver Léa Benaïm pour tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech aujourd'hui. Tiens, Google s'est manifesté là ces dernières minutes. Ils sont en train de changer pas mal de choses avec une certaine Gemini Intelligence. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Allez, tout ce qu'il faut retenir de l'actu tech de la journée avec Léa Benaïm, journaliste BFM Business. Bonsoir Léa. Qu'est-ce qu'on a à la une ? Bonsoir Fred, bonsoir à tous. Et à la une, Google devance Apple et dévoile Gemini Intelligence, un agent IA qui contrôle votre smartphone directement intégré à Android. Sur le même modèle que Siri, il sera désormais possible de s'adresser à l'IA à n'importe quel moment en appuyant simplement sur le bouton latéral du smartphone. Les premières fonctions arrivent cet été sur les derniers Google Pixel et Samsung Galaxy. Toujours dans l'actualité de Google, l'entreprise serait en pourparlers avec SpaceX, dont il est actionnaire minoritaire, pour déployer des centres de données dans l'espace. Selon le Wall Street Journal, Google veut lancer dès 2027 des satellites capables d'héberger de la puissance de calcul pour l'IA. Objectif, contourner les limites énergétiques et foncières des data centers sur Terre. Voilà, et c'est des sujets qui sont tombés il y a quelques minutes, donc on en reparlera dans le débrief demain soir. Et puis Léa, eBay qui rejette l'offre de rachat de GameStop à 56 milliards de dollars. Et oui, une offre jugée ni crédible ni attractive selon la plateforme de e-commerce. Et pour cause, eBay pèse 4 fois plus que GameStop en bourse. Mais le distributeur de jeux vidéo n'a pas dit son dernier mot. Son PDG se dit prêt à présenter son offre directement aux actionnaires d'eBay et ainsi tenter une OPA hostile. En France, coup dur pour les industries culturelles. La proposition de loi sur le droit d'auteur dans l'intelligence artificielle n'a pas été retenu à l'Assemblée, un report qui pourrait compromettre carrément son adoption. Le texte visait notamment à permettre aux ayants droit d'attaquer les entreprises d'IA qui utilisaient leur contenu sans autorisation. Et enfin, mauvaise nouvelle du côté de Boeing. Alors que sa capsule Starliner devait revoler cette année, elle a finalement disparu du planning de la NASA. Un nouveau revers alors que la capsule a déjà été rétrogradée à de simples missions cargo, alors qu'elle était initialement conçue pour transporter des astronautes. Un coup dur pour Boeing, qui a déjà investi plus de 6 milliards de dollars dans ce projet. Et pour finir, on vous donne rendez-vous avec Fred ce soir à 22h30 sur BFM Business pour Tech & Co Business. Et au programme, savez-vous que vos identifiants et mots de passe circulent sur le dark web ? C'est le constat alarmant d'un expert qu'on connaît bien ici, Philippe Devost. On écoute un extrait. Mais on est resté à l'identifiant mot de passe et pour certains mots de passe, à des mots de passe super anciens.
Et il se trouve que on a ensuite progressivement, les éditeurs de navigateurs Internet et les éditeurs de systèmes d'exploitation ont progressivement suggéré aux gens de créer des mots de passe un peu plus longs, donc plus difficiles à mémoriser, mais ou de plus proposer des mots de passe robustes. Ou bien carrément proposer. Aujourd'hui, en moyenne, on a dans son... Alors du coup, les éditeurs ont proposé un portefeuille dans lequel on pouvait stocker ces mots de passe. Aujourd'hui, en moyenne, les Français ont entre une cinquantaine de mots de passe qui chacun font 20 caractères, donc sont très durs à mémoriser. Et tout ça est sécurisé, soit dans le navigateur, soit dans un gestionnaire. Et il se trouve que c'est pas si bien sécurisé que ça, puisque c'est à travers très souvent des logiciels malveillants que sont observés les mots de passe qui passent. Voilà, évidemment, je ne peux que vous conseiller de regarder à partir de 22h30 Tech & Co Business. On y parle beaucoup de cybersécurité. Et puis tiens, on aura aussi Gilles Babinet et Vincent Champin qui viennent parler d'un rapport de productivité, et évidemment avec l'IA. Allez, tout de suite, rendez-vous avec la musique Spotify qui fête ses 20 ans. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Imaginez une entreprise qui n'existait pas il y a 20 ans et qui aujourd'hui a presque 300 millions d'abonnés payants et plus de 760 millions d'utilisateurs actifs mensuels. C'est quand même assez incroyable. 7 millions de podcasts, 590 000 podcasts vidéo. Et oui, on peut voir de la vidéo sur Spotify. 700 000 livres audio. Et moi, j'en suis un abonné. Donc, je peux vous dire, on s'y met assez facilement. 11 milliards de dollars reversés à l'industrie musicale. On va parler de tout ça avec Antoine Monin. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur général de Spotify pour la France et le Benelux. Première question, dans toutes ces dates, là, on démarre, donc la première c'est octobre 2008, non, ça c'était le lancement en Europe. Ouais. S'il fallait retenir, allez, 1, 2, 3 dates dans ces 20 ans. On va dire il y a 20 ans, au printemps 2006, quand Daniel Ek a l'idée de créer, de répondre à la crise du disque en fait. Il y a 20 ans, on est dans la crise du disque, avec l'arrivée du haut débit, du peer-to-peer, le marché de la musique s'effondre. Le piratage est en train de grimper en flèche. Les gens ne veulent plus payer pour de la musique, donc les maisons de disques ne peuvent plus rémunérer les artistes. On est vraiment dans une période de crise. Et il y a 20 ans, Daniel Ek, à Stockholm, Spotify, entreprise suédoise, européenne, décide de créer un service qui va essayer de répondre à ce problème-là. On va dire 10 ans plus tard, donc il y a 10 ans, on va faire... Il y a un film, d'ailleurs, je conseille. Il y a une série sur Netflix. Qui raconte un peu l'histoire. Qui est librement inspiré de faits réels. Mais en tout cas, c'est vrai que ça retrace une épopée assez incroyable. Il y a 10 ans, pour revenir à mi-chemin, on va dire, on était à quelques dizaines de millions d'abonnés seulement. Et là, vous l'avez dit, on est à 290 millions d'abonnés dans le monde, 750 millions d'utilisateurs actifs. Donc c'est une vraie réussite européenne, indépendante. Et je pense que, sauf preuve du contraire, c'est la seule entreprise européenne leader sur son marché face aux géants de la tech que sont les grandes entreprises américaines. On peut citer SAP dans le monde du logiciel B2B, mais dans le B2C, oui, c'est la seule. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, Spotify ait réussi à garder ce drapeau suédois et ce drapeau européen, notamment? Je crois que, justement, venir d'un pays européen, c'est avoir un attachement très fort à la culture locale. Et je crois que très vite, nous, on investit beaucoup dans la culture locale. Vous l'avez dit, on a reversé déjà 70 milliards de dollars de revenus aux ayants droit de la musique depuis notre création, dont 11 milliards rien que l'année dernière. C'est sur un marché de la musique qui est de un peu plus de 30 milliards, je crois, globalement, annuel. Annuel, voilà. Donc, sur un tiers, ça vient de streaming. Vous avez raison de le souligner, à peu près un tiers aujourd'hui vient de Spotify. Donc c'est de la valeur qu'on a recréée et qu'on a recréée pour les ayants droit de la musique et pour les artistes. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette réussite européenne, cet attachement à la culture locale, le fait qu'on investisse beaucoup dans les fonctionnalités, dans la plateforme, vous l'avez dit, après il y a eu les podcasts, les livres audio. Moi, j'ai pas fait toute la liste de toutes les... Bon, il y a eu des acquisitions de start-up, notamment, mais tout ce qui a été fait à la fois en termes de nouveaux services et à la fois en termes de technologie, parce que derrière tout ça, c'est quand même une tech compagnie. Bien sûr. On n'est pas juste à télécharger de la musique et la relancer sur les réseaux. Je crois que justement, la formule, c'est ça. C'est l'innovation, l'investissement dans l'innovation et la plateforme, mais aussi une connaissance profonde de la culture et l'investissement dans le capital humain. On a des éditeurs dans tous les pays qui font les playlists, etc. Donc c'est vraiment... une personne aujourd'hui, Spotify dans le monde? Spotify dans le monde, c'est quasiment 8000 personnes. Oui. Donc on a... Et
à peu près équitablement réparti entre l'innovation technologique, j'ai envie de dire, et les autres services, dont l'investissement dans la culture, la musique, les livres audio, les podcasts, etc. Comment on peut caractériser aujourd'hui, sur ces 20 ans, alors je parlais de cette série sur Netflix, mais c'est vrai que il y a un truc que j'ai bien aimé dans cette série, c'est que ça expliquait bien quand même les relations avec les maisons de disques qui se sentaient un peu flouées, qui ne savaient pas trop comment faire. Daniel Ek qui ne voulait pas apparaître comme un pirate non plus. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on en est où de ces relations, à la fois avec les maisons de disques, avec les artistes? Est-ce que ce sont des relations apaisées, stabilisées? Bon, il y a encore un peu de négociation, évidemment. Toujours, mais très clairement apaisées, parce que quand on apporte un tiers de la valeur du marché, à peu près, dans les calculs que vous avez faits, quand on reverse 70% du chiffre d'affaires de Spotify va aux artistes et aux on va en reparler justement. Donc forcément, il faut dire qu'il y a 20 ans, personne ne savait que les modèles allaient s'imposer. Donc, moi, j'étais dans une maison de disques il y a 20 ans, ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Si on revient en arrière, il y avait plein de modèles différents qui se proposaient, mais c'était quand même compliqué de se dire c'est celui-là qui va marcher. Donc, je crois que c'est la ténacité, l'investissement, l'innovation, et encore une fois, l'investissement dans la culture et les artistes et la connaissance du marché de la musique. Je pense qu'à la fois, ça a sauvé en partie l'industrie de la musique, et puis à la fois ça a évité le piratage, parce que je crois qu'on partait quand on voit les technologies aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ça, on y serait, s'il n'y avait pas eu des acteurs comme Spotify, on y serait en plein dedans. Absolument, c'est ce qui a permis à l'industrie musicale de retrouver de la valeur et de recréer de la valeur. Alors les défis, alors justement on parlait de 70 milliards reversés, les défis évidemment c'est la rentabilité, hein. On scrute toujours le moment où Spotify est passé dans le vert. Bon, c'est la couleur du logo, la couleur de la marque. Mais c'est vrai que ne possède pas le contenu musical, ne contrôle pas les droits, reverse énormément d'argent, on l'a dit, a peu de pricing power, parce que oui, les prix augmentent, mais voilà, on ne peut pas tout d'un coup dire tiens, je vais faire une offre à 90 € qui va vous donner plein de choses, parce qu'il y a quand même des concurrents à côté. Et puis, est-ce que les gens sont prêts à payer tout ça? Mais voilà, comment faire justement pour ça? Enfin, ça, c'est l'un des défis. Hein. Ça a été un des défis. Alors, la rentabilité, on l'a atteinte il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Voilà, donc c'est vrai que si on sur l'échelle de 20 ans, il a fallu pendant 18 ans investir, avoir des investisseurs et des partenaires solides, investir et innover. Mais je crois que justement la croissance du nombre d'utilisateurs qui a été exponentielle toutes ces 20 dernières années, le fait qu'on franchissait des étapes les unes après les autres, rassurait, j'ai envie de dire, les gens qui investissaient dans Spotify. Les labels aussi, hein, les maisons de disques se sont dit ok, c'est un modèle dans lequel on croit, donc on va continuer à le défendre et à le soutenir. Et au fur et à mesure que le modèle a fait ses preuves, après c'était le moment d'équilibrer les investissements, les dépenses et les recettes pour atteindre la trajectoire de rentabilité il y a 2 ans. Alors aujourd'hui, voilà, il y a ce défi de la rentabilité, ce défi, bon, il y a une concurrence, hein, évidemment, les Apple Music, les Amazon, mais aussi il y a un autre type de concurrence qu'il faut regarder de près, c'est les TikTok, les YouTube, les réseaux sociaux. Est-ce que ça, voilà, on regarde ça avec attention chez Spotify ? Aujourd'hui, nous, on investit vraiment sur des connexions qui font sens, c'est-à-dire c'est créer ces découvertes, cette émotion entre un utilisateur, un artiste, un auteur de livre audio ou un podcasteur. Donc on est vraiment dans un moment qui fait sens, dans un moment enrichissant, émouvant, de découverte. Donc on ne peut pas forcément se comparer à certaines plateformes que vous avez décrites, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une expérience qui a du sens. Les utilisateurs de Spotify passent beaucoup de temps sur notre service et sur notre plateforme parce qu'ils y prennent goût, parce qu'ils y prennent plaisir et parce que c'est des contenus enrichissants. Donc on ne regarde pas tous ces concurrents de la même manière. Alors justement, moi je dis toujours, moi j'aimerais que Spotify soit encore plus fort dans le domaine des réseaux sociaux, parce que finalement vous avez, vous pourriez être un réseau social beaucoup plus important. On ne l'est pas. Vous l'êtes un petit peu dans le monde de la communauté de la musique, mais est-ce que ça pourrait être l'un des axes de développement, parce que finalement il y a ces communautés autour de la musique. Non, c'est pas notre objet, c'est pas notre positionnement, c'est pas nos intentions. C'est vrai qu'on met en relation des artistes. Parce qu'on est plutôt passif devant Spotify. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, cette richesse-là, cette connexion, elle se le fait entre le créateur et l'utilisateur. Alors, l'utilisateur, il partage dans son cercle familial. Bien sûr qu'on a des moments de partage de culture et de musique, ça c'est normal, mais c'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est vraiment de créer ces connexions entre les créateurs et les utilisateurs et de continuer à enrichir les découvertes
et la découverte culturelle. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, on va revenir sur l'IA dans un instant, mais alors évidemment, il y a les grandes marques, les grands chanteurs, les grands artistes, mais même pour des plus petits artistes, c'est une formidable opportunité. Ils n'auraient jamais pu éditer des CD. Bon, oui, on pouvait le faire à droit d'auteur, enfin, ça, à prix d'auteur, enfin, je ne sais pas quelle est l'expression, mais en tout cas, ça coûtait de l'argent. Un compte d'auteur, voilà. Aujourd'hui, on peut poster sur Spotify, on est un inconnu, et puis ça peut marcher. Vous avez raison, ça c'est un changement fondamental aussi avec l'arrivée du streaming et Spotify, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'artistes qui peuvent prétendre à arriver sur le marché a énormément grandi, ce qui fait aujourd'hui que les revenus sont distribués sur un beaucoup plus grand nombre d'artistes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'artistes qui gagnent suffisamment d'argent grâce à Spotify et au streaming, beaucoup plus qu'à l'époque du CD. On peut estimer à partir de combien de millions d'écoutes on commence à gagner un peu sa vie? Alors c'est variable selon les pays. Ouais, en fait, voilà, ça va dépendre des pays parce que selon les artistes. Voilà, selon les artistes, selon le pays où vous êtes écouté, le prix de l'abonnement est évidemment pas le même selon les pays et les pouvoirs d'achat. Donc on ne peut pas donner une généralité, mais il y a de plus en plus d'artistes. Il y a plus de 50 000 ou 100 000 artistes aujourd'hui, on estime, qui arrivent à gagner leur vie grâce au streaming et à Spotify, ce qui est beaucoup plus que les quelques milliers qu'il y avait à l'époque du CD. On est déjà dans une révolution qui a démocratisé l'accès au marché pour les artistes et le succès. Oui, et puis après, ça nous guide. Si on écoute un artiste moins connu, on peut nous dire, voilà, il est en concert à tel endroit. Enfin, voilà, ça vous avez raison qu'en plus, Spotify développe les autres revenus et les autres moments de la carrière d'un artiste. Donc, on investit beaucoup sur les concerts. On permet de vendre beaucoup de billets de concert. On a généré $1,5 milliard de ventes de billets de concert l'année dernière. Et puis alors, il y a cette IA qui est arrivée comme partout. Elle est arrivée aussi dans la musique. Alors, pour certains musiciens, voilà, ça leur permet d'avoir davantage d'instruments, enfin, de la création. Et puis, pour d'autres, c'est une IA qui génère automatiquement de la musique. Comment on contient aujourd'hui cette invasion de la musique IA? Mais encore une fois, ce que j'aime bien dire dans ce domaine-là, c'est s'il y a des gens qui l'écoutent, pourquoi pas, enfin, si ça leur fait passer du moment. Bon, mais voilà, notre principe, c'est quand même toujours de sauvegarder cette relation entre le créateur et les utilisateurs. Donc, le principe, ça peut être dangereux pour vous, justement Notre principe fondamental, c'est de promouvoir la création humaine, de promouvoir la créativité, de protéger les artistes et le respect du droit d'auteur. On s'est construit sur le respect du droit d'auteur et des artistes, donc on va continuer à le faire. On va continuer à distribuer des contenus qui respectent le droit d'auteur, et donc il faut que ce sujet de l'IA qui respecte les droits d'auteur soit géré. Ça, c'est un sujet. Donc l'IA qui ne respecte pas le droit d'auteur, elle ne peut pas avoir... Et là, vous avez les outils technologiques, on a les outils, pour repérer, on filtre les contenus, etc. Donc on veut vraiment projeter l'expérience. Par contre, on ne veut pas imposer aux artistes humains leur processus de création. Donc si certains veulent utiliser des outils d'IA dans leur processus créatif, libre à eux. Mais récemment, on a lancé une nouvelle fonctionnalité on a des profils vérifiés d'artistes. C'est-à-dire qu'on vérifie que les artistes sont des artistes légitimes, professionnels, des êtres humains qui font des tournées, etc. Pour que, voilà, il y ait au moins ce label d'artiste vérifié. Après, il faut vraiment faire le tri entre l'IA comme outil de création pour les artistes légitimes et l'IA qui est sans respect des artistes et des droits d'auteur et sur lequel, évidemment, on fait le tri. Et puis, pour parler d'actualité, il y a cette dernière fonction DJ là, qui vient de sortir. Rappelez-nous un peu le principe. Donc, on va, alors je crois qu'on va dans la partie recherchée, on tape DJ. Vous avez un DJ personnalisé qui vous propose une sélection de titres selon vos goûts, qui va aussi vous proposer des découvertes. Et il y a une voix qui va vous accompagner. Alors, on l'a localisée en français, en allemand, en italien. Elle existait en anglais depuis quelques temps, en espagnol aussi. Donc ça, c'est votre playlist avec une voix qui vous accompagne pour faire les transitions entre les titres. Si on se projette, alors là, on a vu les défis autour de la rentabilité, de la musique sur l'IA, de continuer à promouvoir un peu tous ces artistes. Ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on doit attendre encore? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons aujourd'hui chez Spotify pour alors les 20 prochaines années? C'est un peu compliqué à dire, mais voilà, pour les prochains mois. Je crois que c'est continuer à proposer une expérience toujours plus riche, à la fois pour nos utilisateurs et pour les artistes et pour les créateurs. Ils nous demandent tous comment on crée de la connexion, comment on crée de l'engagement. Donc je parlais par exemple des concerts. Aujourd'hui, on investit beaucoup dans ce domaine-là. On voit aussi que le succès des concerts est phénoménal. Les remplissages des salles et des festivals, c'est aussi grâce au streaming. Les gens découvrent plus de musique, plus d'artistes, ils vont les voir en concert. Donc on va accompagner les artistes, les créateurs et les utilisateurs à trouver plus facilement les dates de concert qui les intéressent et pouvoir accéder aux billets de concert.
Et puis les podcasts vidéo, ça marche plutôt pas mal. Les podcasts vidéo, je donnais quelques chiffres en ouverture. Les livres audio. Les livres audio, vous l'avez dit, vous êtes apparemment un fervent utilisateur. Moi, j'aime bien lire, mais c'est vrai que tout d'un coup, quand on découvre un peu ça, on se dit tiens, c'est quand même. Oui, puis en voiture, par exemple, c'est un usage. En voiture, on peut continuer on a commencé à livrer un lire, puis on a la page qui est renférée sur Spotify, on peut continuer à l'écouter dans la voiture. Merci Antoine Monin d'être venu fêter avec nous. Voilà, c'est 20 ans de Spotify, donc avril 2006 la fondation, et arrivé en France c'est 2008. C'était ça avec plusieurs pays européens. Et puis ça nous permet de passer du moment. Bon, faut pas oublier, il y a d'autres plateformes, mais en tout cas celle-ci Spotify fêtait ses 20 ans aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve avec la rédaction de BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Allez, BFM Tech avec Raphaël. Raphaël, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Raphaël, journaliste BFM Tech. Ce soir, direction la Chine, où le président américain doit bientôt rencontrer, alors c'est dans quelques heures, je crois que c'est jeudi, heure parisienne, son homologue Xi Jinping. Il emmène avec lui une flopée de patrons américains. Mais un grand absent qui fait particulièrement parler de lui, c'est Jensen Huang, le patron d'NVIDIA. Lui, il n'est pas dans l'avion. Enfin, il ne sera pas dans l'avion. Tout à fait, oui. Il avait pourtant exprimé tout son intérêt jusqu'à dire que ce sera un grand honneur d'accompagner la délégation américaine en Chine. Et cette absence, comme vous l'avez dit, elle n'a rien d'anodine. NVIDIA, première capitalisation mondiale en bourse, a longtemps tiré une part importante de ses revenus de la Chine. Mais depuis plusieurs années, la situation s'est compliquée, voire s'est dégradée. Restrictions américaines sur les puces ou encore montée des tensions technologiques entre Washington et Pékin. Résultat, le marché chinois s'est refermé pour NVIDIA et les perspectives de rebond, elles, semblent un peu plus faibles. Et puis donc un Donald Trump qui semble considérer qu'il n'est pas forcément opportun d'emmener Jensen Huang dans ses bagages. Et tout à fait, la présence de Jensen Huang aurait été délicate, déjà parce que l'homme d'affaires cumule plusieurs dimensions sensibles, si on peut appeler ça comme ça. Il incarne d'abord un champion de la tech américain majeur. Il est aussi né à Taïwan et ça compte, c'est un territoire particulièrement sensible pour Pékin. Et aussi, il dirige donc une entreprise qui est fortement exposée au marché chinois dans un contexte qu'on connaît. Mais lui, Jensen Huang, il préfère rester prudent et très diplomate. Il a indiqué qu'il serait honoré de représenter les États-Unis si une nouvelle invitation officielle lui était adressée. Mais cette séquence, elle montre bien une chose, c'est que dans cette nouvelle guerre froide technologique, même les géants de la Silicon Valley doivent composer avec les lignes rouges qui sont de plus en plus dures. Oui, on le voit, sous son mandat de Donald Trump, technologie et politique, ça se mêle ça se mêle vraiment de près. Merci Raphaël, journaliste à BFM Tech, de nous avoir accompagné ce soir. Tous ces sujets à retrouver, bien entendu, sur BFM Tech. Allez, on parle cybersécurité avec notre invité suivant. Tech & Co, la quotidienne. Décryptage. Et avec nous, Geoffrey Célestin-Urbain, bonsoir. Bonsoir. Geoffrey, merci d'être avec nous. Vous êtes président du Campus Cyber. Tiens, rappelez-nous en quelques mots, Campus Cyber. Alors, les Parisiens peuvent voir physiquement un campus aux portes de Paris, à la Défense. Donc voilà, rappelez-nous le concept. Lieu totem de la cybersécurité qui rassemble les principaux acteurs publics et privés de la cybersécurité française et européenne. Nous avons aussi quelques groupes allemands. Quartier d'affaires de la Défense, on a à peu près 250 entités publiques et privées qui font partie en fait de l'équipe. Qui ont leurs antennes, voire leurs sièges quand c'est les plus petites entreprises. Voilà, quand c'est les plus petites entreprises, des PME, des ETI aussi, on en a qui ont leur siège, et puis des équipes cyber de grands groupes qui sont installés sur place, ainsi que des services de l'État, des associations, des organismes de recherche et des écoles aussi. Oui. On a des établissements d'enseignement. Et puis des campus qui ont fait des petits en territoire. Oui, exactement. On en a 8 au total qui sont disséminés sur tout le territoire et avec lesquels on travaille en réseau. Histoire qu'une PME qui est installée en province ne se dise pas il faut que j'aille à Paris pour trouver un certain nombre de prestations, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc on bosse tous ensemble, c'est ça la nouveauté. Oui, et puis on voit les alertes cyber, les attaques cyber, c'est tous les jours, toutes les heures. Donc on voit évidemment quand on est en région, c'est important d'avoir un phare quelque part vers qui se guider quand on est, parce qu'on sait combien de TI, de PME, voire même d'artisans se sont trouvés perdus quand ils ont des ransomware et tout ça. Et donc avoir dans sa région une entité cyber bien identifiée qui saura guider les personnes, c'est quand même essentiel. Alors je regardais, janvier 2026, le campus cyber a dévoilé sa stratégie 2026-2028. En avril dernier, le campus cyber et les campus cyber donc territoriaux se dotent de leur première feuille de route commune. Voilà, c'était les dernières parutions. Et puis là, le campus cyber qui lance l'alerte sur les impacts de l'IA de Claude, d'Anthropic, Mythos et d'autres modèles frontières.
Pourquoi cette prise de parole sur Mythos? Alors on sent, on a vu, on voit que partout les banquiers s'inquiètent, qu'ils soient français, européens, allemands, enfin tout le monde s'inquiète de cette IA. Mais pourquoi le campus cyber a jugé nécessaire de sortir cette note justement sur cette IA? Parce que le moment est grave. Et donc on appelle notamment dans cette note, en fait, avec un petit jeu de mots, à démythifier Mythos en tant que tel, mais pas du tout à désacraliser ce qui se passe sur l'IA. Alors en fait, ce qui se passe sur Mythos et le chat GPT 5.5, notamment cyber, qui a été sorti par OpenAI, c'est quelque chose d'assez prévisible. L'IA, c'est pas complètement une nouveauté dans le paysage cyber. Ce qui est une nouveauté en quelque sorte, c'est qu'aujourd'hui, on a des modèles qui ont un niveau de performance comparable à un expert humain, dans des temps extrêmement compressés, qui sont capables de réaliser des tâches extrêmement complexes en très très peu de temps, et qui sont capables de dérouler en fait toute une chaîne d'attaque de manière complètement automatisée, une chaîne d'attaque complexe. C'est notamment l'organisme d'évaluation des Britanniques de l'intelligence artificielle qui a déterminé que Mythos et ChatGPT 5.5 étaient capables d'être complètement autonomes sur une chaîne. Et d'ailleurs, ils ont pu trouver des failles qu'on n'avait même pas vues depuis une vingtaine d'années. Alors, on maintient quand même une certaine prudence parce que nous, on n'a pas eu accès au modèle. Encore une fois, on le dit aussi régulièrement, il y a quand même un peu un effet d'annonce parce que quand Anthropic a annoncé Claude, il a dit attendez, c'est tellement puissant, on va pas le mettre entre toutes les mains, on va aller voir les spécialistes de la cybersécurité, les Palo Alto, les Microsoft et tout ça, et on va d'abord voir avec eux. Bon, il y a un effet un peu communication, mais quand même, on sait quand même que ça peut porter ce risque systémique. Le fait de sortir cette note, vous n'avez pas eu peur un peu de stresser un peu tout le monde, ou alors c'est vraiment leur dire écoutez, là on rentre dans quelque chose de sérieux? En fait, on a voulu donner des repères au maximum. On a été très sollicité juste après la sortie du modèle Mythos par des gens de l'écosystème qui nous disaient mais quelle est la voix du campus? Qu'en pense le campus en tant que, vous disiez phare tout à l'heure, en tant qu'expert avec une signature et une qualité et une légitimité. Donc c'est parti de là. Et en fait, notre idée était de remettre un petit peu ça à plat avec les meilleurs experts de l'écosystème. Et donc, on fournit une analyse qui est aussi objective que possible. Et si ça nous conduit à tirer la sonnette d'alarme, c'est qu'il y a de fortes raisons de le faire. La sonnette d'alarme, elle est double, en fait. C'est un premier rappel que, en fait, ça va arriver et sans doute beaucoup plus vite que prévu. Et donc, il faut que les organisations travaillent sur des scénarios de gestion de crise qui sont nettement durcis par rapport à ce qu'on prévoyait jusqu'à présent. Un scénario typique de gestion de crise après Mythos, c'est vous devez... en quelques heures seulement, réparer 20-30 vulnérabilités zero day, donc qui n'étaient pas du tout révélées au départ, que vous n'aviez pas en tête, et vous avez quelques heures pour le faire. Donc avec des chaînes de patch très rapidité, parce qu'il y a déjà eu des failles qui ont été dévoilées, mais en général, on avait quelques jours, voire quelques semaines pour mettre tout ça, voire certaines mettaient même plusieurs mois avant d'être comblées. Et quand vous regardez en fait la courbe qui mesure le temps moyen entre la sortie d'une vulnérabilité qui a été découverte et puis le moment où cette vulnérabilité est exploitée, on est passé de quelques années de lag en 2018 à maintenant pratiquement quelques jours. Donc en fait, ça va beaucoup plus vite. Donc c'est un problème d'accélération du rythme et puis c'est un problème de masse aussi, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre probablement à un déluge de vulnérabilités de masse qui soit révélé dans plein de systèmes d'information. Oui, parce que même s'il faut être un peu alerté techniquement, ces outils sont quand même à la portée d'ingénieurs, de techniciens qui n'ont pas forcément, faut pas forcément en fait des masters ou des doctorats pour pouvoir attaquer avec ces outils. Ça abaisse la barrière technique en fait de réalisation d'une attaque cyber complexe. Ça la démocratise d'une certaine manière. Et déjà, les experts constatent une augmentation des attaques cyber qui sont réalisées avec de l'intelligence artificielle, à la fois par des groupes de cybercriminels classiques et puis par des États. Donc ça n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et l'arrivée des modèles frontières avec des performances nettement supérieures à celles qui étaient par le passé change assez radicalement la donne. Et donc ça va forcer les organisations à pivoter assez rapidement et à durcir leur posture de gestion des risques. Parce que pour vous, Geoffrey Célestin Urbain, donc président du campus cyber, les entreprises françaises sont... Alors, je mets les entreprises françaises de façon générale, mais évidemment, les grandes entreprises ont plusieurs dizaines de personnes dans leur service de cyber, mais si on parle des PME, des ETI, ou des encore toutes petites, voire même des artisans, ils sont sous-préparés à des attaques par IA qui sont d'une qualité quand même assez incroyable. Alors, les attaques par l'IA, en fait, elles viennent souligner parfois le manque d'hygiène de base en matière de cybersécurité de tout un tas d'acteurs. Donc, c'est pas l'IA qui va créer un système de cybersécurité à 2 vitesses ou à plusieurs vitesses. On l'a déjà d'une certaine manière, mais l'IA va accélérer le besoin de mettre un peu tout le monde à niveau. Et les grands groupes vont devoir aussi tirer
leurs partenaires PME et ETI dans leur supply chain, dans leur chaîne de valeur logicielle et dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc il va y avoir une nécessité encore plus forte de solidarité entre les grands groupes et les PME pour faire en sorte que le niveau augmente de manière homogène face à l'IA. Il n'y aurait pas eu l'IA, ce serait la même problématique, mais l'IA l'aggrave. Oui, et l'IA l'aggrave et le rend beaucoup plus rapide. On a dans jeudi Donald Trump qui va rencontrer Xi Jinping. Ils vont parler de beaucoup de choses, mais ils vont parler d'IA. Ils ont dit que ce serait l'un de leurs sujets forts. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut penser cybersécurité aussi fort que quand on parle défense, quand on parle dissuasion nucléaire, quand on parle... faut vraiment se dire, alors, pas au niveau d'une entreprise, mais voilà, il faut mettre ça à ce niveau-là quand on est un institut comme le Campus Cyber. C'est un sujet éminemment politique qui va bien au-delà d'ailleurs des prérogatives ou des compétences du Campus Cyber, puisqu'on ne peut plus parler de cybersécurité sans IA. Et l'IA est un objet qui est éminemment géopolitique. Et on prend d'ailleurs dans l'analogie dans le papier qu'on a publié avec la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'on accepterait une seconde que notre dissuasion nucléaire ne soit pas une chaîne complètement indépendante de puissance étrangère ? En matière d'intelligence artificielle, c'est un peu la même chose. Vu que l'IA va aller partout, y compris dans des domaines ultra sensibles comme l'énergie, mais aussi comme la cybersécurité, on ne devrait pas tolérer en Europe d'avoir une dépendance aussi forte au modèle américain. Donc c'est la deuxième phase du problème. C'est pas juste un problème de durcissement de la cybersécurité de tout le monde, c'est aussi un problème d'autonomie stratégique. Où est l'IA souveraine européenne là-dessus ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on a beaucoup d'acteurs, et en France notamment, beaucoup d'acteurs en cybersécurité, mais c'est vrai que cybersécurité IA, si on prend l'enveloppe, on se retourne vers les Américains ou vers les Chinois. Bien, merci Geoffrey Célestin-Urbain d'être venu parler de tout ça. Je rappelle, vous êtes président du Campus Cyber, donc à l'origine de cette note, vous pouvez la retrouver sur le site du Campus Cyber qui alerte justement sur cette IA mythos. Vous en avez certainement entendu parler. Il ne faut pas se saturer, il ne faut pas se dire je suis saturé de toutes ces informations un peu comme on voit aujourd'hui autour des virus. Non, il faut vraiment en faire attention parce qu'on est tous des cibles, que l'on soit individu, que l'on soit artisan, que l'on soit PME ou grande entreprise. Merci d'être venu nous parler de tout ça. Voilà, Tech & Co, la quotidienne se termine. Il est 21h, on se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, excellente soirée sur BFM Business. Et puis évidemment, retrouvez-nous les podcasts, les replays sur YouTube. Et je vous dis, demain, on aura quelques sujets autour de Google qui nous a fait quelques annonces de dernière minute ce soir. Allez, excellente soirée sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.